Madame, Messieurs, vous suivez Congo Buzz Télévision. Merci de votre fidélité. Les titres du journal. Ouverture ce lundi de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans son discours, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, condamne l'agression rwandaise et appelle à des sanctions contre les pays de Paul Kagame. Et puis, c'est parti pour l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais vivant au Canada. L'ego a été donné dimanche par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moïndo. Enfin, de violents combats entre FARDC et M23 ont été signalés ce lundi 27 février à environ 6 km de la cité des Saké. Selon la société civile, la cité des Saké est toujours sous contrôle des forces loyalistes. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Je disais dans les titres, ouverture ce lundi de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans son discours, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, condamne l'agression rwandaise et appelle à des sanctions contre le pays de Paul Kagame. Suivez. Depuis 30 ans, la République démocratique du Congo est le théâtre d'atrocités humaines les plus abominables. Des violations graves des droits de l'homme, des crimes de guerre et contre l'humanité y sont commis dans l'impunité la plus totale. Mon pays est devenu tristement célèbre en recrutement des enfants soldats et en violences faites à la femme qui ont atteint le paroxysme par les viols systématiques des femmes érigées en armes de guerre. En somme, les crimes de sang et l'immoralité ont été ainsi banalisés en République démocratique du Congo. À ces violences des guerres se sont ajoutées celles des pouvoirs publics par suite des restrictions abusives et des entraves policières à l'exercice des libertés individuelles et collectives, ainsi qu'aux droits de l'homme, notamment par la répression sanglante de manifestations publiques pacifiques, les arrestations et détentions arbitraires à motivation politique. Pour tout dire, mon pays a été plongé dans une insécurité et une instabilité chronique qui l'ont isolé du monde, terni son image et compromis la conduite des politiques efficaces et réussies de son développement. Face à ce lourd héritage des régimes précédents, j'ai, dès mon accession à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, placé la protection et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales parmi les priorités de mon mandat et de l'action du gouvernement de la République. À cet effet, j'ai pris les mesures suivantes: la fermeture de tous les lieux de détention illégaux et secrets des services de sécurité et des offices de police judiciaire, la libération de tous les détenus et prisonniers politiques. Il n'y a plus aujourd'hui dans mon pays de Congolais arrêtés, détenus ou emprisonnés pour leurs opinions ou appartenances politiques, à ne pas confondre bien entendu avec des politiciens poursuivis pour infraction de droit commun. S'exprimant devant la tribune des Nations Unies, Félix-Antoine Tshisekedi a également indiqué que la persistance de la guerre dans l'est du pays risque d'impacter négativement le processus électoral en cours en RDC. Suivez les chefs de l'État dans cet extrait sélectionné par Naomi Mpila. La persistance de la guerre à l'est de notre pays risque d'hypothéquer le processus électoral dont les opérations d'enrôlement sont déjà en cours, par suite du déplacement massif des personnes des zones de combat, de l'insécurité et de l'inaccessibilité à ces zones. Il est donc impérieux que la communauté internationale s'implique davantage activement aux côtés de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et de l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. Monsieur le Président, c'est au moment où toutes les initiatives et actions que je viens d'exposer sont en cours et commencent à porter leurs fruits que les autorités rwandaises ont ressuscité le mouvement terroriste du 23 mars, le M23 en sigle, défait en 2013 pourtant par nos forces armées,
avec l'appui des troupes internationales de la MONUSCO, pour agresser la République démocratique du Congo et bloquer le processus de paix de Nairobi, dans le but inavoué de poursuivre les pillages des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et de placer sous l'impérium rwandais une partie de son territoire national, le Nord Kivu en l'occurrence. Pendant ces temps, des violents combats entre FARDC et M23 ont été signalés ce lundi 27 février à environ 6 km de la cité d'Issaké sur l'axe Richanga. En effet, des détonations des armes lourdes et des bombardements ont été entendus dans la zone. Et selon la société civile qui nous livre l'information, les forces armées de la RDC se comportent très bien sur les terrains. La cité colline d'Issaké, toujours sous contrôle des forces loyalistes. Aimé Mukuna, président de la société civile de Rutshuru, a été joint au téléphone par Naomi Mpila. Sur les lignes de front, il y a eu affrontement dans les groupements Massissi, principalement à Sake, vers Sake, et dans les groupements Massissi, autre côté vers Mweso, et dans les territoires de Rutshuru, nous signalons que les affrontements ont été signalés aux alentours de Kiaremba. Et vers 13h, les M23 ont récupéré, ont pris l'assaut sur la cité de Mweso, située dans les territoires de Massissi, ici à provenance de Kichanga. Et la matinée d'aujourd'hui, les affrontements ont été signalés vers Sake, une cité menacée par les M23. Nous signalons que Sake et Goma, il y a 20 km. Et jusqu'à maintenant, ici vers 15h, les avions de chasse des FARDC et les hélicoptères de guerre étaient au service aux alentours de Sake pour dérouter l'ennemi qui voulait tout prendre Sake et qui convoite la ville de Goma. Pour dire, avec la rupture de la route Sake-Massissi, avec la rupture de la route Rutshuru-Goma, la ville de Goma est asphyxiée. La population n'a pas de produits de première nécessité comme les produits vivriers, comme les sommets, les produits frais. Et nous signalons que c'est la famine qui règne aujourd'hui à Goma. Les FARDC se débrouillent pour essayer de récupérer quelques villages, mais vous savez, avec les accords de Nairobi, les accords de Luanda, les accords d'Addis Abeba, les accords de Bujumbura, exigent à notre République, à nos FARDC, de cesser les faits. Une chose que les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, acceptent, respectent, au détriment des M23 qui ne veulent pas respecter les cessez-les-faits. Puisque les cessez-les-faits a été décrété à partir de Bunagana. Mais aujourd'hui, voilà, la cité de Kiwanja, la cité de Rutshuru Centre, la cité de Kishishe. Aujourd'hui, ils sont aux alentours de Kishishe, Mweso, Kichanga. Rubaya a été aussi visé, mais l'ennemi a joué un mauvais sujet. Et nous pouvons signaler que la site minière de Rubaya n'est pas occupée par les M23, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Et puis le président français Emmanuel Macron sera à Kinshasa les 3 et 4 mars prochains. Selon la présidence française, le déplacement sera consacré à l'approfondissement de la relation franco-congolaise dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la recherche, de la culture et de la défense. À Kinshasa, on attend que la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, condamne clairement l'agression rwandaise. Suivez. Prévu les 3 et 4 mars prochains, la prochaine visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa ne laisse indifférent le gouvernement congolais ainsi que sa population. Le gouvernement congolais, à travers son ministre des Affaires étrangères, attend l'implication de la France à la résolution de la crise à l'est de la RDC. Il est essentiel que la France soit conforme à ses valeurs, les valeurs de la République qui ont fondé la Révolution française. C'est national, mais projeté sur l'échelle internationale, liberté et égalité signifie démocratie, état de droit. Et dans le concept état de droit, projeté au niveau international, il y a des règles. Ce que nous demandons à la France, c'est d'assumer son statut d'acteur, un des acteurs principaux de la vie internationale. La France est un pays membre permanent du Conseil de sécurité, c'est-à-dire un des pays qui ont la responsabilité de la paix et de la sécurité dans le monde. Et c'est pour cela qu'on a créé à San Francisco les Nations Unies et avant les Nations Unies, la Société des Nations. Donc la France a des devoirs à ce niveau-là.
Cependant, la population congolaise s'exprime également à travers quelques Congolais rencontrés dans les rues de Kinshasa qui déjà ne trouvent aucune importance de cette visite. 80 ans de colonisation que l'Europe nous a colonisés. Plus de 60 ans. Ça fait environ 150 ans qu'on n'a rien trouvé. Comme Macron commence il se réveille pour comprendre. Maintenant, il a compris que l'Afrique commence à tourner vers la Russie. C'est là où nous pouvons avoir un souffle de sauvetage. Ou en Chine. L'Afrique n'attendra rien, même sans promesse, il n'attendra rien de l'Europe. Vous ne voyez que Macron, c'est l'Europe, il est envoyé par l'Union européenne pour ne rien faire en Afrique. L'arrivée du président français que j'ai même son nom, Emmanuel Macron, moi personnellement ça énerve l'Afrique. Mais Fachi, je sais que Fachi, le président Fachi, va le recevoir pour des raisons diplomatiques, pour ne pas faire un incident diplomatique. Mais en fond, il n'y a rien. Il est signalé que le président français Emmanuel Macron avait déjà initié une médiation entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour obtenir la désescalade, mais rien ne semble s'améliorer sur terrain en dépit des nombreux sommets des chefs d'État de la région. On va se rendre à la Commission électorale nationale indépendante. Je disais dans les titres, l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais vivant au Canada débute ce lundi 27 février au sein de l'ambassade de la RDC à Ottawa, en province d'Ontario. Le go a été donné par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo, qui l'a confirmé le dimanche 26 février. Processus électoral encore, corruption généralisée dans des centres d'inscription des électeurs un peu partout en RDC. Le porte-parole du gouvernement invite la population à dénoncer des cas de dérapage pour ne pas jeter le discrédit sur l'ensemble du processus. Déclaration faite samedi au cours d'un briefing presse. Suivez Patrick Mouyaya au micro de nos reporters. Nous avons financé à plus de 500 millions de dollars ces processus et aujourd'hui nous devons tous observer et reconnaître qu'il y a eu plus d'avancées qu'il y a des problèmes. Mais j'ai apprécié moi-même, j'ai vu qu'il y a à 2 reprises, la CENI pour le cas de Massimani, je pense, et pour le cas de Chikapa, ils se sont exprimés sur le sujet. J'ai appris, je ne sais pas si cela a eu lieu, que la rapporteure de la CENI devait faire une conférence de presse aujourd'hui pour donner des réponses à ces propos. Ici, le gouvernement ne va pas aller dans les détails du travail que fait la CENI. Ici, j'en appelle à la responsabilité de tous. La responsabilité de tous implique que même l'agent qui est commis en enrôlement doit savoir que c'est une responsabilité citoyenne qu'il a vis-à-vis de la nation et qui ne devrait pas, pour 500 francs, 1000 francs, je ne suis pas sûr que cette corruption-là, ou quand on dit monnayage, je ne suis pas sûr que c'est 500 $. Je ne suis pas sûr que c'est grand-chose. Alors pourquoi avoir des comportements qui risquent d'entacher tous les processus simplement par votre gloutonnerie ou par votre égoïsme? Ici, c'est vraiment une invitation qui est faite à ceux-là, mais aussi à ceux qui viennent s'enrôler. S'il y a beaucoup de fils, prenez votre patience, votre tour arrivera. De toute évidence, la CENI s'organise pour s'assurer, accorder des jours supplémentaires pour des cas des problèmes qui sont relevés. Ici, il faut considérer que le processus électoral n'appartient pas à M. Kadima et à son équipe, que le processus électoral n'appartient pas au gouvernement Samalou Kondé. Le processus électoral appartient à tous les Congolais où qu'ils se trouvent et que nous avons tous les devoirs de nous approprier. Lorsqu'il y a des cas de dérapage, on les dénonce, on les corrige, mais il est hors des questions de jeter des discrédits sur un processus qui nous coûte ce qui nous coûte, des fonds qui auraient pu être mis de côté pour le développement, pour la sécurité. Ici, il faut que cela soit bien clair et les responsables politiques sont aussi invités à coopérer ou à collaborer lorsque vous avez des cas, plutôt que de vouloir faire de communiqués, jeter de l'huile sur le feu, contacter la CENI, parler avec la CENI, envoyer des témoins, envoyer des observateurs. Comme ça, on est sûr que chacun aura fait sa part pour un processus apaisé. Processus électoral encore, les équipes des supervisions de la CENI ont mis la main
sur 3 membres d'un centre d'inscription ayant délivré 4 cartes d'électeurs à un animateur d'une chaîne YouTube. Les équipes de la CENI ont pu retracer avec exactitude les acteurs présumés de ces fausses cartes grâce à l'outil d'investigation interne à la CENI et du QR Code. On retrouve une fois de plus Deborah Wamba. Les équipes de supervision de la Commission électorale nationale indépendante, envoyées par le président de la CENI, ont mis la main sur 3 membres du centre d'inscription situé au lycée Père René Tipax, dans la commune de Massina, qui sont à l'origine de la production des 4 cartes d'électeurs au profit d'un animateur d'une chaîne YouTube connue. Il s'agit de Monsieur Kevin Katembo Kifumu, préposé à l'identification faisant office du président du centre d'inscription, Jérémy Cheza Kapia, opérateur des saisies, et enfin Djemba Eli, préposé polyvalent. Ils ont été remis entre les mains de la justice. Au moyen d'outils d'investigation interne à la CENI et du QR Code généré des différentes cartes imprimées, les équipes de la CENI ont pu retracer avec exactitude les auteurs présumés de ces fausses cartes. Interrogés, les incriminés ont avancé des raisons fallacieuses et ont nié d'avoir participé à une telle entreprise. Le constat, on l'a fait aujourd'hui. Et puis moi, j'étais sur place au centre. On devait nous débarquer, nous tous. Maintenant, les raisons ou quoi que ce soit, peut-être avec les amis, ils vont détailler qu'est-ce qui s'est passé réellement. Moi, j'assume parce que je suis l'opérateur, donc le responsable de ces kits-là. Mais en cas de mon absence, en cas de mon empêchement, il y a un second opérateur qui peut exécuter la tâche pour que les centres ne soient pas fermés. Moi, je reçois les requérants qui est envoyé par les PP, je l'identifie, puis il passe à la machine. En cas d'absence du PCI, c'est moi qui signe sur les cartes. Ça, je me limite là. Je ne saurais donner tous les détails possibles. Quand on reçoit la personne, à l'instant, on reçoit d'abord la personne, on l'identifie, puis il passe à la machine. Après qu'il ait pris sa carte, il revient chez nous, nous signons. Alors, ces cas-là, c'était une aide, rien d'autre. C'était une aide. Je ne saurais dire si la personne était ou n'était pas là, parce que moi, mon travail, c'est de remplir la F01. C'est ça mon travail. Rappelons par ailleurs que s'enrôler plus d'une fois est une infraction selon la loi numéro 04/028 du 24 décembre 2004 portant identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 016/007 du 29 juin 2016 en son article 45 est puni pour faux en écriture conformément au code pénal congolais est déchu de ses droits de vote et d'éligibilité pour une durée de 6 ans. Toute personne qui, en se faisant identifier et enrôler, dissimule une incapacité prévue par les articles 8 et 9 de la présente loi. Toute personne qui s'est fait inscrire volontairement plus d'une fois. Candidature annoncée de Corneille Nangaa à la présidentielle de 2023. Les sujets est diversement commentés dans les rues de Kinshasa. Les Kinois interrogés pensent que l'ancien président de la centrale électorale ne fait pas le poids devant Félix-Antoine Tshisekedi, Matata Ponyo et Moïse Katumbi. Ils l'ont dit au micro de Deborah Wamba. Il est désormais leader d'un parti politique dénommé ACDP. Devant les cadres de son parti politique, l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, dévoile la vision de son parti politique. L'occasion faisant les larrons, il profite pour annoncer sa candidature à la présidentielle de 2023. Une candidature diversement commentée dans les rues de Kinshasa. Corneille Nangaa. Bon, je crois bien que les Allemands vont échec parce que à chaque chose il y a un chaos et puis confiance étant que à une responsabilité à monter, même si on a chaos. Vous savez confiance et responsabilité à monter. C'est-à-dire que donc on est sur moi. Pour moi vraiment je trouve que quand il y a une aïe ils ont la validé que pour la vie c'est tant que va Congolais parce que oh à ça là il y a un mouki là il y a un mouki bah peut-être un sénie ils ont dit à malade mouki. Donc on tient moka voilà vraiment. Vous savez, tout le monde veut maintenant entrer dans la politique. Laissez-moi vous donner cet adage. La politique, c'est comme un manteau. Quand il fait chaud,
on les jette. Quand il fait froid, on les porte. Pour le moment, Corneille Nangaa veut poser sa candidature dans la présidence. Il veut prendre le manteau parce qu'il sait que pour le moment, il fait froid. Maintenant, il veut porter le manteau de la politique. Il faut rappeler que Corneille Nangaa fut le 3e président qui a géré la centrale électorale après l'abbé Malou Malou, d'heureuse mémoire, et Ngoï Mulunda, encore vivant. Dans le reste de l'actualité, tête à tête entre la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, et Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi, les entretiens ont tourné autour des actions qu'elle mène pour le bien-être des populations. La suite en images. La fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a présenté de manière succincte les différents axes de ses actions qui passent par la lutte contre les violences basées sur le genre, l'autonomisation de la femme, la santé et l'éducation. C'était après une visite guidée effectuée dans les différents services de cette structure. De son côté, Angeline Ndayishimiye a indiqué que cet échange d'expérience avec la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a suscité en elle beaucoup d'inspiration qu'elle pourra capitaliser dans son pays. Elle a par ailleurs félicité la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi et toute son équipe pour le travail abattu dans le cadre de sa structure en faveur des populations. Angeline Ndayishimiye milite pour les personnes vulnérables dans le cadre de sa fondation dénommée Bonne Action Umugiraneza. Elle est arrivée à Kinshasa dans la suite de son époux venu participer à la 22e session de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour rappel, la distinguée première dame de la RDC, Denise Nyakeru Tshisekedi, avait été l'année dernière l'invitée de la première dame du Burundi. Elle avait, elle aussi, eu l'honneur de visiter la fondation de son homologue et de comprendre ses actions. Cet échange d'expériences pourra apporter des solutions efficaces aux problèmes de leurs communautés respectives, celles de la région et du continent africain. On va parler santé. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbungani, a co-présidé avec son collègue du budget une réunion interministérielle avec le bon syndical du secteur de la santé de la RDC ce samedi 25 février 2023 au ministère du budget à l'immeuble intelligent à Kinshasa. Le reportage de Deborah Wamba. Amélioration des conditions sociales des médecins. Les dossiers transport, logement et alignement à la prime au cœur d'une réunion importante entre le banc gouvernemental et les délégations syndicales du secteur de la santé. Le syndicat national des médecins SINAMED, les syndicats des médecins du Congo SIMECO et les collectifs des médecins non primés sont les principales organisations syndicales qui ont présenté les professionnels de la santé à cette rencontre. À l'instar du ministère de la Santé publique, le banc gouvernemental a été représenté par le ministre d'État chargé du budget ainsi que le représentant des ministères des Finances et de la fonction publique. Cette réunion essentiellement portait sur les avantages sociaux des médecins, infirmiers et autres professionnels de santé œuvrant dans les secteurs publics. Il s'agit entre autres du dossier relatif au transport, au logement ainsi qu'aux questions relatives aux taux et barèmes salariaux et alignement à la prime des risques professionnels pour les autres agents du secteur de la santé. L'objectif de ces assises était de trouver un consensus entre les deux parties, gouvernement et syndicalistes, afin d'apporter une amélioration sur les rémunérations du deuxième trimestre et répondre aux revendications des professionnels de santé en général. Au terme de leurs échanges, les gouvernements et ses interlocuteurs ont pu convenir sur des points pratiques qui seront pris en tenant compte de l'environnement et de la situation économique actuelle du pays. Ce sont alors des actions qui sont préconisées et qui doivent être exécutées d'ici le deuxième trimestre 2023, a indiqué le secrétaire général du SIMECO. Nous devons d'emblée préciser que leurs excellences ont reçu ici la coordination des syndicats du secteur de la santé publique qui sont venus dans la suite logique des entretiens qui ont été tenus au niveau du secteur entre le banc syndical et le ministre sectoriel
pour parler justement de la poursuite de la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement de la République, engagements qui ont été rappelés, reconnus par le Conseil des ministres, qui a instruit qu'il puisse y avoir des entretiens directs entre le banc syndical et le banc gouvernemental pour trouver les solutions idoines aux problèmes posés par les agents du secteur, notamment la question des payes des indemnités de transport et de logement, la question d'alignement à la prime des risques professionnels et à la mécanisation, la question relative aussi au taux et barème de paye de la prime des autres agents du secteur de la santé, puis qui doivent connaître une amélioration de leur rémunération dès le deuxième trimestre 2023. Il faut noter que cette réunion interministérielle intervient en prélude d'un grand atelier qui aura lieu le mois prochain à Kinshasa et qui va mettre autour d'une table les gouvernements et les délégations syndicales du secteur de la santé. On va prendre des nouvelles des sports. Le boxeur congolais Junior Makabu a subi une lourde défaite face au cogneur gambien Badou Jack en Arabie Saoudite. Le combat qui s'est déroulé 12 rounds s'est terminé par KO, signant la victoire de Badou Jack et la perte du titre des champions du monde de poids lourd léger pour Ilunga Makabu. Daniel Kamboa signe son reportage. Le boxeur congolais Junior Ilunga Makabu vient de perdre sa ceinture du champion du monde des lourds légers. Il s'est incliné devant Badou Jack la nuit de ce dimanche 26 février aux Émirats Arabes Unis. Au cours du combat, Jack a réussi à boxer intelligemment Makabu avec une rafale au 12e round. 6 droits propres ont fait sauter l'arbitre. Jack avait marqué des renversements dans les 4e et 11e rounds. Bien avant cet affrontement, les Suédois d'origine gambienne, détenteurs de ce titre, avaient déjà signé 27 victoires dont 16 KO, 3 nuls et 3 défaites, tandis que Makabu comptait 29 dont 25 par KO pour seulement 2 défaites dans sa carrière. Rappelons que le natif du Kasaï central détenait la ceinture des World Boxing Council depuis sa victoire par décision sur Michael Siaslak en janvier 2023. Il avait ensuite défendu son titre face à Dourou Dola et Tabisco. Sport encore, le boxeur congolais Junior Makabu s'est exprimé après qu'il soit battu et détrôné de son titre de champion du monde au peuple congolais pour assurer qu'un combat retour pour les titres est prévu dans 2 mois. Il est au micro de Daniel Kamboa. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous saluer chez vous, malgré la défaite. Ne soyez pas découragés. J'aimerais vous encourager en vous disant que d'ici là, on a le rematch dans les contrats. Dans 2 mois, on pourra vous donner la date. C'est pour cela que je parle ça à tous mes compatriotes, mes fanatiques, de ne pas se décourager parce que c'est le sport. Il y a le défaite, il y a le nul, il y a la victoire. Et nous travaillons sur ça avec mon équipe. Et soyez toujours courageux et braves. Que Dieu vous bénisse. C'est par cette note sportive que se referme ce journal, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, le rappel des titres ouverture ce lundi de la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Dans son discours, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, condamne l'agression rwandaise et appelle à des sanctions contre les pays de Paul Kagame. Et puis, c'est parti pour l'opération d'identification et d'enrôlement des Congolais vivant au Canada. Le go a été donné dimanche par le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Moindo. Enfin, des violents combats entre FARDC et M23 ont été signalés. Et ce lundi 27 février, environ 6 km de la cité de Saké. Selon la société civile, la cité de Saké est toujours sous contrôle des forces loyalistes. Ce journal est terminé. Au nom de l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Bonne suite des programmes sur nos antennes.